Coach Communication. Bonjour Maud, merci beaucoup d'être venue pour ce projet podcast. On est très heureux de vous accueillir. Alors, est-ce qu'on peut déjà se tutoyer? Oui, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, on va parler de l'impact des algorithmes envers déjà la société, comment toi tu peux les utiliser dans ton mode de fonctionnement, dans ton mode de travail, etc. Oui, c'est en fait un peu l'impact que l'algorithme a dans le milieu de l'influence et de la création de contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et donc tu peux te présenter, ton métier, qu'est-ce que tu fais, comment tu es venu à faire ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui? Alors moi je m'appelle Maud, donc ça fait 3 ans que je suis community manager et chef de projet aussi. Donc je travaille essentiellement avec une agence de communication qui s'appelle Mirror. On a essentiellement donc des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, donc pas spécifiquement des influenceurs, même si c'est relié. Moi, comment j'en suis arrivée là, j'ai un petit peu appris sur le tas. De base, pendant 6 ans, donc moi j'étais à mon compte aussi avec d'autres personnes, donc j'étais dans la création de robes de mariée, mais je m'occupais plutôt de la partie logistique, un petit peu des réseaux sociaux aussi, et d'autres choses. Donc voilà, je suis un petit peu arrivée là par hasard entre guillemets, parce que c'est vrai que j'adorais le montage vidéo. Oui, c'était un peu une passion. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc au début, j'avais un groupe de mamans sur les réseaux sociaux où on essayait de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré donc Sophie, qui est gérante de Mirror Agency. Et là, j'ai eu une proposition de poste en tant qu'indépendante. Je suis pas salariée. Et petit à petit, voilà, j'en suis arrivée tu vas faire ici. Ton petit chemin. Voilà, c'est ça. Okay. Donc actuellement, on tourne entre 10 et 15 clients par mois. Sur différents profils. Donc ça va être de l'immobilier, ça peut être du trading, ça peut être du MLM. L'activité est assez large. Ouais, voilà, il y a vraiment tout type de clients. Donc voilà. Donc c'est vrai que l'algorithme c'est hyper important. C'est quelque chose qui est crucial et aussi central, même si, pas que. C'est à nuancer. D'accord, ok. Oui, ça dépend après les clients, ce qu'ils recherchent, etc. Ça dépend, oui, de pas mal de facteurs. Ouais. Alors, du coup, on va te poser quelques questions. Ouais, on va en parler, rentrer dans le vif du sujet, justement. Déjà, comment les algorithmes, pour toi, par rapport aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou TikTok, comment toi, tu les utilises pour tes clients? Alors moi, je suis plutôt spécialisée sur Instagram, même si sur les autres réseaux sociaux, j'ai quand même des bases. C'est vrai que l'algorithme, c'est un peu comme une maison, c'est un petit peu la dalle, c'est la base. Maintenant, ça va pas tout faire. C'est important de l'inclure dans la stratégie de contenu, mais c'est tout ce qui va aller autour qui va faire que la maison va être trop belle. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça va être à travers nos valeurs, nos objectifs et aussi notre histoire. Il y a tout plein de choses à prendre autour de ça. Donc c'est important, c'est une base, mais ça fait pas tout. Oui, c'est vraiment la base et ensuite il y a toute une stratégie qui se développe derrière. Oui, c'est ça. Quels changements récents dans les algorithmes ont eu le plus d'impact sur la visibilité en ligne? Tout récemment, il y a par exemple sur Instagram, je vais parler après de TikTok aussi, les carousels, ils font un grand retour. C'est beaucoup plus authentique. On voit qu'il y a un retour à l'authenticité. Ouais. Donc, alors à travers Instagram, par exemple, les carousels, mais TikTok, on va le voir aussi par rapport au format long. On voit souvent qu'il y a des anecdotes où on raconte ce qui s'est passé. On voit même que c'est repris sur d'autres comptes avec à moitié on voit une vidéo un peu hypnotisante. Le but c'est de rester un maximum en fait sur le réseau social, donc en fait tout est autour de ça. Mais il y a un grand retour à l'authenticité. Même si les formats courts continuent de fonctionner, mais par exemple ça à prendre en compte ça dans la stratégie puisque l'algorithme va plus favoriser ça, mais les gens aussi vont plus consommer ce genre de contenu, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai qu'avant TikTok c'était maximum 1 minute, c'était comme ça, on n'avait pas le choix. Instagram c'était vraiment le post phare, la photo qu'il fallait, alors que maintenant on voit quand même beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus. Ça défile, on a à peu près un feed où il y a pratiquement beaucoup de carousels sur une semaine. Voilà, c'est ça. Après, ça va dépendre toujours des clients, des personnes. Et aussi sur Instagram, donc il y a quelques mois, ils ont allongé le temps de visionnage des réels. Donc on le voit que c'est quand même à prendre en compte dans une stratégie. Après, voilà.
tout dépend aussi ce que tu vends, Oui. Voilà, ça dépend. Mais du coup, sur l'algorithme, il favorise quelque chose. Alors, c'est à prendre en compte. Maintenant, ça va dépendre de ta cible. Ça va dépendre aussi de toi, comment tu es à l'aise avec tel ou tel contenu. Parce que le but, c'est que les gens, ils restent jusqu'au bout de la vidéo. Oui. Maintenant, si t'es pas à l'aise avec ça, que c'est pas quelque chose qui va marcher avec ta clientèle cible, forcément ça fonctionnera pas. Voilà, il va falloir ajuster ou bien t'entraîner sur ça ou bien trouver des formats qui toi vont te convenir pour parler sur tel ou tel sujet. Enfin voilà, c'est à ajuster. Et tu n'aurais pas un petit tips pour justement que les gens regardent la vidéo de A à Z sans forcément coupure ou autre? Le tip, c'est déjà beaucoup travailler sur l'écrit, donc le copy, comment dire, il va falloir travailler ses accroches. Il va falloir travailler aussi ce qu'on raconte. Et ça il y en a, ils le font hyper naturellement, mais il y en a d'autres, il faut le travailler. Donc on voit sur certains clients les premiers face caméra, où ils racontent même des anecdotes. Ça va pas être très, très impactant, très intéressant. Mais à force de travailler ça, ils y arrivent de mieux en mieux. Et ça, c'est aussi le but d'une agence de communication ou d'un community manager, c'est de l'emmener vers ce mieux. D'accord. Parce que moi j'avais vu une information, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, tu vas pouvoir nous le dire. Sur TikTok par exemple, c'est les 6 premières secondes qui sont cruciales en tant qu'accroche. Ouais, en fait oui. Oui, parce que si tu as une accroche qui est pas très impactante, on est un peu sur comme fast fashion, fast food, tu vois, on consomme très vite. Donc si c'est pas percutant, c'est simple. On swipe et puis voilà. Donc c'est hyper important, un petit peu comme une maison aussi, on arrive dans la maison, c'est les quelques premières secondes où t'as le coup de cœur ou pas. Oui, c'est vrai. Pour tout, pour les films, pour plein de choses en fait. Ouais, vraiment être accroché dès le début. Ouais. Du coup, les algorithmes, ça change tout le temps. Dans une journée, ça peut changer régulièrement, même dans un mois, ça change assez souvent. Du coup, comment faire pour adopter en fait la stratégie selon l'algorithme? En fait, il faut un juste équilibre, l'algorithme il change. Par contre, notre clientèle cible, elle change pas plus que ça. Donc déjà, ce qui va être important en amont, c'est de bien connaître ta clientèle cible, ton persona, ton avatar client. De là, t'adapter aussi à toi, parce qu'il y a des formats où tu vas pas être très à l'aise. Voilà, donc c'est un juste milieu à avoir. Et alors oui, l'algorithme, comme j'expliquais, c'est une base. Maintenant, ça fait pas tout. Ça va dépendre de tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, le but dans une stratégie, c'est d'inclure différents types de contenus, des contenus qui vont être là pour avoir de la visibilité, donc aller chercher le like, aller chercher un peu le buzz, d'autres qui sont plus de valeur, donc on va vraiment essayer de ramener de la valeur, donc ça va être plus pour les abonnés, même si les non-abonnés vont pouvoir aussi le voir dans Explorer ou pour vous. Et un troisième type de contenu, ça va être par exemple du storytelling, où là vraiment on rentre ce qu'on est, nos valeurs. C'est ça qui va amener les personnes à s'intéresser à ce qu'on fait. Et tout ça combiné, plus l'algorithme, plus... c'est tout ça qui va faire que ça marche. Et des fois, ça marche pas de suite. Oui. Moi, par exemple, on a un client, ça m'avait vraiment choqué, entre guillemets. Il s'appelait Steven, donc il travaillait dans l'immobilier, et il était hyper constant. Donc ça, c'est super. Il envoyait toujours ses contenus pour qu'on puisse monter donc les vidéos, etc. Et au début, ça fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il prenait pas des vues, mais il est resté constant parce qu'on lui a dit, faut continuer. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir le résultat la première semaine. Il faut le voir sur du moyen terme et il faut tester. Et au bout de 3-4 mois, là, ça a commencé à avoir des résultats. Et au bout d'un an, il a pris 60-80 000 abonnés. Donc je parle d'Instagram. C'est parce qu'il est resté constant et rigoureux. Et ça, c'est hyper important aussi dans l'algorithme. Parce que l'algorithme, c'est bien de faire en fonction de l'algorithme, mais il faut aussi être très rigoureux. Et ça, c'est la base aussi. Être constant, être rigoureux. Parce qu'il y a des supports... des réseaux sociaux qui changent, parce que je sais qu'Instagram, du coup, il y a cette fameuse continuité, donc il faut toujours continuer, et ça vient au bout de quelques mois, 1 an, alors que TikTok, c'est vrai qu'il y en a, c'est des fois un peu plus rapide, j'ai l'impression, parce qu'il suffit qu'il y ait une vidéo qui buzz, et si on continue par derrière, on arrive à avoir en fait cette première communauté qui arrive et à la tenir jusqu'après. Non, c'est ça, parce qu'en fait, TikTok, eux, l'algorithme, il est basé plus sur la personnification. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu vas regarder donc des vidéos, et TikTok, il va être basé sur ton comportement. D'accord. Donc en fait, l'algo, moi je l'adore, l'algo de TikTok, parce qu'il te montre directement... je l'adore et en même temps, j'évite de rester trop sur TikTok. En fait, c'est ça, c'est ça. Alors qu'Instagram, ça va être différent. Mais du coup, ce sera une autre question. Mais
Si, après tu peux rebondir dessus et dire ce que toi tu en penses par rapport à tout ça. Par exemple, TikTok, il y a des créateurs qui n'ont pas spécialement beaucoup d'abonnés et ils buzzent et c'est dû à justement cet algo qui est plus sur la créativité. Donc, il y a un travail qui est différent sur les deux réseaux, quoi. C'est pas oui, c'est ça. Okay. Exactement. Et est-ce que tu penses que les publications payantes ou les contenus sponsorisés. Ouais, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Merci Marine. Ça aide pour la clientèle de se développer. Donc elle part du point genre 0 pour monter jusqu'à sa cible potentielle. Oui, et puis est-ce qu'au final, l'algorithme ne favorise pas aussi ces contenus qui sont sponsorisés ? C'est complémentaire. Maintenant, ça n'enlève pas... Enfin, d'avoir du contenu organique, donc pas payant, c'est hyper important pour créer une communauté. Et ça, c'est ça qui va t'emmener la vraie réussite derrière. Maintenant, d'avoir du contenu payant, c'est pareil, ça va t'emmener aussi plus de visibilité. Oui. Donc oui, c'est bien. Après, faut pouvoir le faire, se le permettre. Et ça dépend aussi des vidéos. Moi, par exemple, il y a sur certains clients donc, qui font de la publicité payante, sauf que les vidéos, elles emmènent plus de haters que autre chose. Donc là, le résultat... Ça dépend comment c'est fait. Puis si c'est quelqu'un qui fait que du contenu sponsorisé, peut-être que ça peut freiner aussi un petit peu... Oui, ça peut lasser les gens. Par exemple, moi sur mon compte, des fois je vois la même personne tout le temps. C'est du contenu payant et limite je masque en fait. Parce que c'est important de toujours cette histoire d'équilibre en fait. Ouais, c'est ça. Quand on se lance sur un réseau social, on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Comme c'est un petit peu... tout le monde a des réseaux sociaux, on a l'impression que c'est facile, entre guillemets, alors que pas du tout. Il y a tellement de données à prendre en compte que ça devient vite compliqué et il y en a plein qui arrêtent d'ailleurs. Mais justement par rapport à l'algorithme qui est très présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et comme on disait tout à l'heure, il y en a tellement aujourd'hui de créateurs de contenu, c'est difficile d'avoir de la nouveauté. Quand ça a vraiment démarré avec les vidéos YouTube, etc., les premiers gros youtubeurs par exemple, je prends YouTube parce que c'est la plateforme qui avant était la plus populaire, est-ce que l'algorithme était, je dirais, aussi présent avant ou pas du tout, parce que forcément il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs ou de créateurs de contenu. Mais je saurais pas te dire, mais effectivement, vu qu'il y avait moins de personnes présentes, ça donnait plus d'accès à ceux qui étaient créatifs, d'avoir plus de visibilité, ça c'est certain. Maintenant, oui, mais ça c'est une certitude que maintenant c'est assez compliqué de faire sa place. Et c'est pour ça que tout ce qui est storytelling, c'est hyper important, c'est un petit peu ça doit être au cœur de la stratégie parce que c'est la seule chose qui va faire que tu te différencies. D'accord. Oui, c'est le point d'accroche pour avoir ton client, quoi. C'est ça ou rien. C'est ce qui fait que t'es toi, donc ce que tu fais, il y a d'autres personnes qui le font. Oui. Comment tu fais pour te démarquer ? Ce serait moi que vous viendrez voir plutôt qu'un autre. Et pourquoi toi ? Parce que t'as ça comme valeur, parce que c'est ça ton histoire, parce que t'as eu ça comme expérience, ça comme échec, ça comme réussite. C'est être transparent et... D'accord. Voilà. Et on va parler d'un petit point qui s'est passé récemment par rapport à Léna Situation. Oui, tout à fait. Il y a Léna Situation, donc l'influenceuse qui a fait une sorte de détox digital. Donc elle a disparu des réseaux pendant 1 mois. Et justement, en termes d'algorithme, l'impact que c'est de disparaître pendant 1 mois des réseaux, qu'est-ce que ça amène comme conséquence après si on revient ou quoi que ce soit ? Sur des gros créateurs de contenu comme ça, je dirais que c'est pas... Ça peut même être bénéfique. D'accord. Parce que ça crée un petit peu le... Ça sème un peu le doute peut-être en mode qu'est-ce qui se passe. Mais sur des personnes donc, comme nous, qui n'avons pas spécialement beaucoup d'abonnés, là c'est problématique. Ça dépend parce que ça remet limite le compteur à 0. Eh oui, mais c'est un peu ça. Et tout ce qui s'est passé avant, en fait on revient du point 0, quoi. C'est ça. On recommence et on repart pendant 1 mois de travail. Parce que ces gros créateurs de contenu, limite, il y a des codes, ils ont même plus besoin de trop les avoir. Les hashtags, tu les enlèves. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Ça n'a pas trop d'incidence parce qu'en fait, ils ont créé leur communauté. Donc ils l'ont. Et comme on dit, le monde attire le monde, c'est le fait d'avoir une grosse communauté. Peut-être que ceux qui connaissent pas encore seront attirés déjà sur le fait qu'elle est très suivie. Exactement. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais nous, c'est plus problématique. Oui, voilà, faut vraiment se faire sa place avant de se dire, bon, je peux me permettre de faire une pause. Oui, c'est ça. Et de revenir. Ouais, non, mais c'est ça. Mais du coup, tu as pu exprimer aussi les hashtags. Oui. C'est quand même une base qui est hyper importante pour les petites les PME ou les TPE. Est-ce que c'est impactant
pour eux, dans leur, et du coup sur Instagram, d'utiliser ces hashtags, ou est-ce que c'est la même chose s'ils en mettent pas? Alors maintenant, les hashtags, ça sert plus trop à grand voir. chose, mais c'est pas essentiel. Par contre, ça va t'aider à référencer ton post. Donc c'est là où ça va être utile. Il y a aussi les mots-clés. C'est hyper important donc dans la description d'utiliser un maximum de mots-clés qui sont pertinents pour ta clientèle cible. Après, attention, nuancer aussi, c'est-à-dire que par exemple Insta, il y a des mots qui va shadowban, ce qu'on appelle. Okay, donc on a un client là donc qui est chirurgien esthétique, donc qui fait pas mal de avant-après, puisque voilà, c'est le but. Mais on a dû, là on est en train d'adapter la stratégie parce que les avant-après en photo sont systématiquement bloqués par les règles d'Instagram, par rapport aussi aux mots avant-après. C'est vrai que c'est un peu touchy quoi. Ouais. Donc ça lui masque la publication et du coup ça lui fait une perte de visibilité. Donc il y a pas mal de choses. Oui, donc au final, l'algorithme, il impacte quand même vachement en fonction, pareil, donc, des hashtags, des mots-clés. Même par rapport à l'intelligence artificielle. Donc en fait, on voit, il calcule donc, ce qu'il y a sur la photo. Donc on voit un avant-après. Donc on a essayé de contourner ça en faisant différemment. Mais après, il y a aussi la description qui joue. Les hashtags aussi. Processus, quoi. C'est ça. Quand même. Voilà. C'est pas juste visuel avec la photo ou le carrousel ou la vidéo, il y a tout les mots-clés, les hashtags. C'est super bien fait, l'algorithme. Quel conseil tu pourrais donner à des influenceurs ou des créateurs de contenu ou entreprises du coup qui débutent pour vraiment essayer de se faire une place Tester, ouais, c'est beaucoup de tests, ajuster et puis faire des petits tests AB quoi. C'est ça. On peut pas être au top dès le début, je pense que c'est beaucoup de phases où on va tester ce qui fonctionne. Après ça arrive que directement ça prenne mais il faut tester et être rigoureux et voilà, c'est pas évident. Non, ça j'imagine que c'est pas. C'est pour ça qu'il y a aussi des agences de communication qui aident aussi ces TPE pour justement qu'elles se valorisent dans leur travail. Ce qui est hyper compliqué des fois à faire aussi. Oui, non, mais ça c'est sûr, Puis c'est un métier maintenant qui commence à prendre beaucoup d'ampleur et il y a beaucoup de personnes qui sont community managers ou qui se disent aussi community managers. C'est pas facile, Mais merci beaucoup pour ces petits conseils. Merci d'avoir pris le temps d'être venu du coup pour un projet. Ça nous tient à cœur parce qu'on sait que du coup vous avez un emploi du temps assez chargé. Donc merci à toi, Maud. Et puis c'était super intéressant. Au plaisir de te revoir. Et puis bonne continuation dans ton travail. Hello Aymeric, enchantée. Merci à vous d'être venu. On peut tutoyer ? On peut me tutoyer, enchanté Inès. Super. Est-ce que tu peux déjà te présenter un peu ? Bien sûr. Donc moi c'est Aymeric, je suis donc spécialiste SIA, SEO, je suis surtout spécialiste e-commerce. Ça fait depuis 2012 que je travaille dans l'e-commerce. Et aujourd'hui ma spécialité c'est plus dans la stratégie e-commerce pour accompagner les clients à croître. Et pour ça on passe justement par des leviers d'acquisition qui sont le SIA, le SEO, mais sur d'autres leviers comme le CRO ou des choses comme ça. Le CRO, du coup, c'est plus pour améliorer la conversion chez les sites e-commerce et favoriser, du coup, le chiffre d'affaires et la croissance. Ok, donc les algorithmes, ils jouent quand même un petit rôle. Un gros rôle. Ça, moi, ça fait, du coup, depuis 2012, et du coup, c'est vrai que les algorithmes, ça n'existait pas trop avant. Et aujourd'hui, en fait, le métier, il a extrêmement évolué. C'est-à-dire qu'avant, on devait réfléchir par nous-mêmes pour trouver des stratégies et des audiences. Donc, que ce soit du SIA et du SEO, on fonctionne en audience, d'accord ? Une audience, c'est un type de personne, un cœur de cible, des cibles un peu plus éloignées, etc. etc. Et aujourd'hui, avant là où on devait faire ce travail de recherche, faire des publicités et des créatifs qui sont en fonction du coup de ces personnes-là, puisque vous ne parlez pas de la même façon en fonction de l'audience. Si je prends une audience B2C, c'est du particulier, donc vous allez avoir un style de ton, de conversation, etc. Alors que les professionnels, vous allez avoir vers des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus détaillées, d'accord ? Donc en fonction de l'audience, on va faire les choses différemment. Aujourd'hui, ce que permet l'algorithme, que ce soit dans le SEO ou dans le SIA, c'est qu'en fait, il automatise, il apprend tout seul et il automatise en fait au fur et à mesure directement les campagnes pour réussir à obtenir le meilleur objectif, par contre qui est défini par l'humain pour le coup. Mais en gros, aujourd'hui notre travail il est plus le même. Là où avant on devait réfléchir, créer des audiences et tout, maintenant c'est l'algorithme qui fait 60 à 70% du travail. Notre travail est complètement différent, il est beaucoup plus dans la stratégie qu'on verra du coup un peu plus concrètement. Comment les algorithmes
influence-t-il votre stratégie SEO, SEA? Ouais, principalement je pense parler de SIA. Faut savoir que le fonctionnement d'un algorithme c'est le même, que ce soit sur du SIA, du SEO, vous avez eu je crois quelqu'un sur la partie community management, c'est le même principe. Un algorithme, son seul but, en fait on va lui donner des données, des photos, des vidéos, des informations, etc., etc. Et en fait, de lui-même, il va devoir comprendre ce qui se passe et avec des datas, il va améliorer lui-même son algorithme pour aller proposer la meilleure information au meilleur moment avec la bonne créative, etc., etc. Ça, c'est le but de l'algorithme. Donc, quand on fait une campagne, aujourd'hui, avant, on réfléchissait différemment. On devait réfléchir si notre objectif, c'était faire plus de ventes, si c'était apporter plus de trafic sur un site, si c'était retargeter, donc c'est-à-dire, je sais pas comment le dire en français en fait, recibler, voilà, recibler tout simplement les personnes. Et du coup, aujourd'hui, l'algorithme il fait un peu ça tout seul. Et c'est assez flou. C'est-à-dire que on sait comment ça fonctionne, mais on sait pas concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans, quelles informations fait qu'il va réagir comme ça ou comme ça. Donc la seule solution maintenant, la seule chose sur laquelle on a la main principalement, c'est les créatives, les publicités. Nous, on va gérer maintenant beaucoup plus les publicités que la campagne en elle-même. Et du coup, tu rencontres des défis au quotidien dus au changement d'algorithme? Oui. Oui, en effet, déjà, comme je disais, notre métier a complètement changé. Avant, il fallait créer des campagnes, tester des campagnes, faire plein de sous-ensembles. Donc, en gros, vous avez une campagne et derrière, vous avez des sous-ensembles. Les sous-ensembles correspondent souvent à des audiences différentes. Okay. D'accord ? Par exemple, vous pourriez avoir une campagne dont l'objectif, c'est de vendre. Donc, on va avoir un objectif de conversion, de chiffre d'affaires. Derrière, on va avoir des sous-ensembles. Ces sous-ensembles, ça va être, du coup, par exemple, les hommes. L'autre sous-ensemble, les femmes, etc., etc. En fonction de ça, je vais avoir des publicités à l'intérieur pour chaque sous-ensemble, puisque je vise des audiences qui sont différentes. Aujourd'hui, on aurait dû gérer tout ça un petit peu indépendamment. Maintenant, en fait, on lance chez Google Ads, c'est Performance Max, sur Meta, c'est Advantage Plus, donc il y en a d'autres sur Pinterest, sur TikTok, il y en a absolument sur toutes les plateformes. Et en gros, aujourd'hui, vous lancez votre campagne et elle va avec un objectif, donc là, on va prendre un objectif de vente, et elle va faire cette recherche plus ou moins toute seule. D'accord ? Donc on va avoir de moins en moins de sous-ensembles et de moins en moins de gestion des campagnes. En revanche, on doit être de plus en plus malin, justement, dans les publicités, dans les créatives. C'est là où, maintenant, on est obligé de rentrer, nous, en tant que stratège, avec l'entreprise, pour créer, justement, des visuels, des publicités qui sont alignées avec les audiences ou avec ce que veulent l'audience. C'est là où notre métier a complètement changé. Avant, on gérait beaucoup plus de, des campagnes, des trucs, etc. Aujourd'hui, on fait que... on est plus stratège, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez les réels, principalement, qui fonctionnent, donc de plus en plus de vidéos. Et vous allez voir, c'est pour ça que vous avez de plus en plus de ça, parce que c'est quelque chose qui est remarqué par les réseaux sociaux. En gros, la façon de fonctionner, c'est exactement la même. Les algorithmes fonctionnent plus ou moins de la même manière. Le seul truc, c'est toujours la même chose, c'est donner le bon message à la bonne personne pour justement remplir notre objectif. Et en fonction donc de la plateforme, c'est là où vous allez décider. Par exemple, Pinterest, j'ai eu un call il y a pas longtemps avec eux qui m'expliquaient qu'en fait, contrairement à ce qu'on pensait, c'est 70 à 80% de B2B. Okay. Moi, je pensais que c'était très B2C. Donc, même moi, j'apprends des choses aussi, mais c'est des datas qu'on n'a pas forcément. Du coup, c'est eux qui nous l'ont donné. Donc, si vous voulez viser des professionnels, vous allez sur Pinterest. Si vous voulez faire de la notoriété, vous allez YouTube. Vous allez faire aussi de méta, etc., etc. Si vous voulez plutôt recibler des gens qui ont déjà interagi avec votre marque, vous allez plus aller sur méta, puisque ça joue sur Instagram, Facebook, etc. D'accord ? Okay. Donc c'est vrai que c'est un changement complet de l'univers, et plus il y aura de réseaux sociaux, plus finalement on va devoir multiplier les plateformes, sauf si elles se rachètent entre elles, mais sinon voilà, ça nous demande, et les créatifs sont totalement différents en fonction de chaque plateforme. Okay. On fait pas la même chose sur TikTok, on fait pas la même chose sur Meta, on fait pas la même chose, parce qu'encore une fois les cibles sont pas les mêmes derrière. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plutôt une vue de stratège, parce qu'on est obligé de dézoomer beaucoup plus aujourd'hui pour atteindre tout ce qu'on peut atteindre pour une marque et à l'accompagner à croître. Okay, et du coup, dans ce cas-là, comment tu vois la publicité en ligne, son avenir, avec toutes ces différentes évolutions au quotidien? Parce qu'évidemment, ça change tous les jours. Alors nous, c'est toujours un peu pareil, c'est nous en tant que professionnels, on a toujours peur, parce que du coup on se dit en fait ça remplace notre métier de plus en plus, mais c'est partout pareil, c'est comme l'IA, je pense que vous avez tous entendu parler de ChatGPT, ou les métiers de secrétariat, et entre autres, ou même les réflexions, même vous au quotidien, c'est-à-dire que nous quand on était étudiants, on allait sur Google, on faisait plein de recherches, on utilisait ça sur un document, on lisait, etc. Aujourd'hui je demande la même chose à ChatGPT, il va me le faire. Donc ça évolue, mais en même temps c'est à nous de s'adapter aussi au changement et à ces outils. L'avenir pour nous,
je pense qu'il ne changera pas vraiment. C'est-à-dire que l'algorithme va toujours avoir un plafond de verre qui va être lié aux données qu'on lui donne. Il n'aura jamais cette réflexion humaine. Attention, ce n'est pas une intelligence artificielle, l'algorithme, c'est pas pareil. L'algorithme, on lui fournit des informations. Ces informations, avec ça, il va, et on va lui en fournir d'autres au fur et à mesure, il va s'améliorer, d'accord ? Là où, justement, l'intelligence artificielle intègre ce qu'on appelle le machine learning, elle va apprendre. Elle va apprendre des façons, des psychologies, et donc du coup, potentiellement, elle va améliorer ça. Alors un jour, je pense que les deux seront sûrement liés, mais en tout cas, elles seront de plus en plus performantes. Mais il y a quelque chose qu'elles ne pourront jamais faire. C'est la créative, c'est la publicité pour la marque. Il n'y a que la marque qui peut créer des publicités, qui peut choisir son influenceur, qui peut choisir quel texte elle va mettre, etc., etc. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui, quand on fait des publicités, n'importe quelle plateforme vous donne la possibilité d'ajouter plusieurs titres, d'ajouter plusieurs descriptions, d'ajouter plusieurs images ou plusieurs vidéos, plusieurs formats, mettre du texte dans l'image, ne pas en mettre, etc. Et c'est en testant justement toutes ces choses-là qu'on arrive finalement à savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas par rapport à notre cible. Ça ne veut pas dire que ça marche pour tous les clients, c'est en fonction du client, en fonction de son secteur. Donc nous, on aura toujours ce rôle, je pense, de plus en plus de stratège, avec aussi, qui est de plus en plus important, c'est l'analyse de la data. On est obligé de plus en plus d'analyser les datas. Vu que l'algorithme en fait fait et n'est pas très transparent sur ce qu'il fait, grâce à la data, on comprend qui ils visent, quel âge ils ont, quels sont leurs intérêts, et après on va coupler ça à plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'on a les données de l'outil, comme Meta ou Google, et on va le compléter avec Analytics, avec le site en question, pour essayer de comprendre, finalement, est-ce qu'on est en relation avec notre cible, est-ce qu'on vise bien notre cible ou pas du tout. Donc c'est plein d'éléments comme ça, donc je trouve qu'il y a plutôt un côté justement stratège, et je trouve que c'est de plus en plus difficile, et à mon sens, d'avoir des spécialistes SIA, ça c'est quelque chose qui je pense va nettement changer, spécialistes SIA, spécialistes SEO, spécialistes que Pinterest ou TikTok et tout, je pense qu'il va falloir à un moment qu'il y ait des gens, en tout cas, qui sont en capacité de dézoomer pour proposer une stratégie finalement qui marche ensemble. Ouais, exactement. Okay. Ça, je pense que ça va être l'un des gros changements. Jusqu'au jour où peut-être il nous remplacera totalement, mais on n'en est pas là encore. On n'espère pas. Non. Toi, comment tu arrives à gérer les baisses de performance du coup face aux algorithmes ? C'est une bonne question. Pour certaines marques, la partie publicitaire, c'est un gros budget. Notamment, alors moi je travaille beaucoup avec des e-commerçants. C'est pas forcément le cas de toutes les entreprises, mais les e-commerçants principalement, il faut savoir que 30 à 40% de leur budget, c'est du marketing, du coup, 30 à 40% de leur chiffre d'affaires e-commerce sont dédiés au marketing. Et souvent sont dédiés en budget publicitaire. D'accord ? Donc c'est quand même énorme. Donc ça veut dire qu'en général, ça correspond entre 20 à voire 50% du chiffre d'affaires total d'une marque. Des fois, ça peut aller plus loin, ça dépend de pas mal d'éléments. Mais grosso modo, c'est énorme. Donc, il faut qu'il y ait des performances. Souvent, les clients, quand on a des baisses de performance, on le sent passer parce que les clients nous font un mail et nous demandent tout de suite « Ouah, qu'est-ce qui se passe ?» et tout, machin. Et en fait, souvent, c'est pas lié à l'algorithme. Okay. L'algorithme, il fait toujours bien son travail. Il va proposer ce que vous lui proposez. Donc là, c'est soit vous n'êtes pas en capacité de vous adapter, par exemple, à une saisonnalité, au Black Friday, au solde. Donc imaginons que vous ne faites pas de solde, vous, les autres font des soldes. L'algorithme, il n'a rien changé. C'est juste que vos publicités, en fait, ne sont pas alignées avec le moment. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une baisse des performances. Donc, quand on a une baisse des performances, on est obligé d'aller analyser la data, analyser la concurrence, pour essayer de comprendre finalement pourquoi on a une baisse. D'accord ? Des fois, ça peut être environnemental, c'est-à-dire que, grosso modo, Covid, d'accord ? On ne peut pas le gérer, c'est comme ça arrive, il y a une baisse. Au contraire, pour la partie e-commerce, chez nous, ça a explosé. Pour la partie physique, ils se sont pris une baisse du coup du chiffre d'affaires. Ok ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Mais après, vous avez, comme je disais, les rendez-vous e-commerce. Solde, Black Friday, Cyber Monday, Noël, etc., etc. Mais il y a des marques qui sont très fortes à Noël parce qu'elles sont hivernales dans leur saisonnalité. Il y a des marques qui sont plutôt dans l'été, estivales. Du coup, sans rien faire, l'algorithme va moins performer en hiver qu'en été ou vice-versa, juste à cause de la saisonnalité. Disons qu'on va essayer d'adapter le message, on va améliorer le message et on va essayer de trouver chez le client quel produit pourrait fonctionner dans des basses ou hautes saisonnalités mieux que les autres pour essayer de proposer le bon contenu. Mais en revanche, pour moi, c'est jamais vraiment la faute de l'algorithme. Ok, d'accord. Quelle place sont les données dans tes décisions face aux algorithmes ? Majeur aujourd'hui. Du coup, c'est là où l'évolution et le côté stratège arrivent, c'est-à-dire que la seule façon maintenant de comprendre l'algorithme, c'est d'étudier du coup les données, et ces données, ces data, du coup de les confronter à plusieurs choses qui vont me permettre de savoir si oui ou non, en fait, notre objectif et ce qu'on fait est juste. Les données, moi, par exemple, quand on vise un objectif de vente, en réalité, on vise pas que ça. Vendre pour vendre, ça n'a pas forcément d'intérêt, et en plus, vous avez deux problèmes à ça. Si vous cherchez qu'à vendre,
vous allez avoir ce qu'on appelle des taux de répétition sur les publicités, vous allez commencer à proposer toujours aux mêmes personnes. Donc on est obligé d'avoir en fait des stratégies qui sont différentes. Une stratégie qui va aller chercher de la notoriété, donc qui va essayer d'imprimer aux gens la marque. Donc on va utiliser un autre type de publicité à beaucoup de gens. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du lookalike par exemple, ou des choses comme ça. On va chercher les 1 à 3% de personnes qui sont ressemblants, d'accord, soit au trafic de votre site, soit à aux personnes qui vous suivent sur Insta, etc., etc. Donc on va essayer d'élargir un petit peu ça. Donc ça, on va aller chercher de la notoriété. Ensuite, on peut aller chercher aussi carrément chez les concurrents. C'est-à-dire, on a des stratégies, on va aller chercher, nous par exemple, je vous prends une marque que moi je gère, qui a un plus gros budget sur lequel je gère, qui est Karmakoma, qui est une marque de prêt-à-porter pour femmes. Aujourd'hui, on va aller chercher bien sûr Sésame, Pache, Mage, etc. Et on va aller essayer dans la mode d'aller chercher des gens du coup là-dedans pour leur dire oh coucou, Karmakoma ça existe aussi. Eux ils ne connaissent pas à ce moment-là. Donc il faut que la publicité elle soit intéressante pour qu'ils restent dessus et on va essayer de les re-shooter plusieurs fois pour que ça rentre dans leur tête. Ensuite, du coup, il y a un moment où on va rajouter une campagne de trafic. Cette campagne de trafic, ça va être, écoutez, on va commencer à leur proposer nos produits, par exemple, à ces gens-là. Ils vont rentrer, en fait, dans un premier cercle. Ce cercle, on va leur proposer des produits, et du coup, au bout d'un moment, ils vont aller sur le site. Et en fait, à ce moment-là, ils vont rentrer dans un autre cercle, qui est celui ils connaissent la marque, ils sont allés visiter un peu, et on va les retargeter, justement, on va les recibler, en proposant peut-être juste déjà les produits qu'ils ont vus. Et on va ajouter des notions marketing. Notions marketing, ça peut être dernière pièce en stock. On va mettre des notions d'urgence, par exemple, pour les pousser à acheter. C'est tout un cheminement qui est fait et qui est comme ça. Et donc, les données, il faut que je les analyse sur chacune de ces campagnes. Parce que, du coup, moi, quand je vise, par exemple, de la vente, je ne vais pas viser que ça. Si, par exemple, mon client, il a une marge qui est faible, imaginons, il vend un produit, lui, ça lui coûte, 40 €, il peut le vendre que 60. Il fait que 20 € de marge. Donc, il faut que je compte le coût de l'agence ou du freelance, le coût de la publicité, le coût des transports, parce que ça c'est pareil, vous ne faites pas de marge en général sur les transports, et du coup il ne reste pas grand chose à la fin. Donc il faut qu'on arrive à ce qu'on appelle à avoir un retour sur investissement, un ROAS, ROI si vous voulez, c'est-à-dire le retour sur les dépenses. Je donne combien je gagne. Donc c'est pour ça qu'on vise à toujours chercher des x2, x3, x4, x5, x6, pour être de plus en plus rentable. Et ça c'est plus vous allez comprendre qui est votre client, celui qui achète, quel est votre cœur de cible. En fait, dans les publicités, on regarde un truc qu'on appelle le taux de clic. Je vais appeler CTR pour rendre ça plus simple. CTR, c'est vous avez une publicité, il y a un nombre de personnes qui la voient, combien cliquent réellement dessus et vont sur votre site. Et bien ça, je vais l'analyser aussi. Si une publicité, j'ai un CTR qui est faible, ça veut dire qu'elle ne performe pas. Ça veut dire que les gens, quand ils la voient sur le flux, ne les intéressent pas. Donc moi, mon but, ça va aller d'aller optimiser justement les publicités qui ont un fort CTR et de comprendre toutes ces publicités-là qui ont un fort CTR. Je vais lui dire à la marque, en tant que stratège maintenant un petit peu, ça va être de dire écoute, pour ta collection prochaine ou la prochaine session, il faut qu'on arrive à trouver des visuels qui ressemblent à ça. Est-ce que ça va être des images? Est-ce que ça va être des vidéos? Est-ce que ça va être juste des produits du catalogue, etc., etc. Donc ça, voilà, ça dépend de pas mal de choses. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions qui sont très très pertinentes. Vous voulez faire mon métier maintenant aussi? Ça vous a donné envie? Non? Non, pas vraiment. J'ai pas l'impression. Merci vraiment, Aymeric, c'est gentil. Non, avec plaisir. Touch Communication.